Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 47 de la saison 3. Comment vont mes bricologistes préférés? Comment ça va les copains? Ça me fait très plaisir de vous retrouver pour cet épisode exceptionnel et totalement inattendu. Alors pour ceux qui ne le savent pas, qui ne sont pas abonnés à cette chaîne, les bricologistes, c'est comme ça que j'appelle mes abonnés. Donc c'est le moment de vous abonner pour rejoindre le crew des bricologistes, aussi appelé les bricologues, la team des bricologues. Que dis-je, la dream team des bricologues. Et on a un rituel. C'est que d'habitude, on se retrouve chaque mercredi à 17h hors GMT pour un nouvel épisode de Mes Bricolos. Et dans ces épisodes, on prend le temps de discuter, d'analyser, de commenter les dernières actualités du monde de la création, de l'innovation et du design. Donc c'est totalement inattendu que je publie un épisode comme ça au milieu de la semaine. Et pourquoi je la publie? Parce que dans mon studio de design où je me trouve actuellement et où j'enregistre tous ces épisodes de Mes Bricolos, Samy Bernoussi est venu. Et j'en ai profité pour faire une petite interview d'une heure, une interview exceptionnelle où on va suivre l'ensemble de son parcours. Alors, qui est Samy Bernoussi? Je vous fais vite une présentation avant de passer à la vidéo. Samy Bernoussi, c'est un ancien étudiant de l'ENSI. Il a fait la même école que moi. Je l'ai rencontré, il était en deuxième année de l'ENSI, donc j'ai vraiment vu sa progression. Samy Bernoussi, c'est un jeune designer qui n'a pas encore 30 ans, il va avoir 30 ans cette année, donc vraiment jeune designer. Donc ça va vous permettre aussi de voir la progression d'un étudiant en design qui devient professionnel en design et puis qui évolue vraiment bien, parce qu'il a fait quand même beaucoup de projets de design. Il y a plein de choses qui ont été faites, ces vases notamment qu'il a créés. Il y a plein de choses, il a été à Maison et Objets. Vous pouvez regarder, aller voir son site internet Samy Bernoussi. Mais Samy Bernoussi est surtout membre d'un collectif qui commence à faire vraiment beaucoup de bruit à Paris et plus largement en France, All House. Et vous avez peut-être entendu parler de All House et pas forcément de Samy Bernoussi. Donc ce qui est intéressant, c'est que Samy est un des fondateurs de All House. Vous le voyez sur cette photo. Et c'est aussi intéressant de voir que on a un collectif, mais qu'individuellement, on a un jeune designer qui s'exprime aussi avec All House et en dehors de All House, et de comprendre son parcours. Et alors All House, ils ont quand même bossé avec pas mal de monde, ils ont bossé pour pas mal de marques, et justement c'est ce dont on va discuter dans cette interview. Donc je vais vous laisser découvrir cette interview exceptionnelle. Prenez votre temps tranquille, vous vous posez, vous vous préparez un petit thé à la menthe, bréouette, corne de gazelle, tranquille, harouch bekia, vous mettez bien tranquillou, vous vous posez et vous dégustez votre petit thé à la menthe en regardant cet épisode de Mes Bricolos. Allez, pslama à tous et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Mes Bricolos. Bye bye. Voilà, comme moi aussi, je veux le faire. Toi aussi, voilà. Tu peux faire les claps. Merci. Salam Samy, ça fait plaisir de te voir. Bienvenue dans un épisode exclusif. Maintenant, j'en ai fait un il n'y a pas très longtemps avec Saphir. Là, je suis hyper content de recevoir Samy dans cet épisode exclusif. Samy Bernoussi. Alors, on va te laisser le temps de te présenter. Mais ce qui est super cool, c'est que je te connais très très bien. Je te connais depuis les débuts, quand tu étais à l'ENSI, quand tu étais en deuxième année de l'ENSI. Et c'est ça qui est vraiment mortel, parce que dans cet épisode, ce qu'on va essayer de... Parce que c'est vrai que mes bricolos sont vus par des étudiants, par aussi des profs. J'ai des profs de design qui sont des professionnels de design, mais qui enseignent aussi le design. Et c'est vrai que souvent, la question qui est posée, c'est qu'est-ce que je peux faire pour être designer? Qu'est-ce que je dois faire? Comment on fait pour entrer à l'ENSI? Est-ce que quand on est à l'ENSI, tout se passe bien et on sort avec un taf? Qu'est-ce que ça fait après quand on sort d'un l'ENSI ou une... Bon, toi, tu as fait l'ENSI comme moi, mais je veux dire, ou une autre école de design. Et puis après, quand on sort de l'école de design, qu'est-ce qu'on peut faire? Tu vois, toutes ces questions qui sont posées autour des premiers moments du design. Et puis alors toi, ce qui est super intéressant, c'est que je t'ai connu quand tu étais à l'ENSI, quand tu as été diplômé de l'ENSI, quand vous avez monté All House avec tes potes. On a exposé à la Villa des Arts de Rabat ensemble. Donc j'ai vu ton évolution. Et puis alors là, c'est une évolution qui est... Alors j'incrusterai des images au fur et à mesure de projets dont tu parleras et tout ça, de sites internet ou de trucs, tu vois. Mais ça monte, mais ça ne fait que monter, quoi. À chaque fois, moi, je me dis, c'est un truc de fou ce qui est en train de se passer. Donc, ce qui est mortel, finalement, parce que c'est un parcours qui peut inspirer pas mal de monde. Et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est de comprendre dans ton parcours tout ce cheminement, tout ce qui a fait que, etc. Donc, Samy, vas-y, je te laisse déjà. Première question que j'ai envie de te poser, c'est comment tu as découvert le design et comment tu as découvert l'ENSI et comment tu as fait pour entrer dans l'ENSI, tu vois, les premiers trucs, tu vois, de base. Alors,
Le design, en fait, moi j'ai toujours dessiné, donc Ouais. aimé tout ce qui est créatif. Quand j'étais petit, je dessinais plein de choses, chaque moment son époque, que ce soit des voitures, après des mangas. Après une grosse période où je faisais pas mal de graffiti. Mmh. Et du coup, quand il a fallu choisir après le collège quoi faire, j'avais le choix entre sciences de l'ingénieur et art appliqué. Mmh. J'ai choisi art appliqué, donc déjà ça m'a plongé dans le milieu du design. C'est comme ça que j'ai découvert le design, en fait, c'est en faisant art appliqué. Donc c'est en dessinant que j'ai fait art appliqué, c'est en découvrant l'art appliqué que j'ai découvert le design. Ouais. Et ensuite, il y avait une visite, je crois que c'était en terminale, ou en première, je sais plus, où on allait à Paris avec justement ma classe d'art appliqué. Ouais. On a fait différentes écoles et moi j'avais déjà un attrait pour tout ce qui était les matériaux, les procédés de fabrication. Ouais, Et dans toutes les grandes écoles de Paris, il n'y a vraiment que l'ENSI qui met vraiment... Ouais, il y a des ateliers de dingue Voilà. là-bas. Ouais. Et qui aussi montre plein de matériaux en fait. Si on va à l'école Boulle par exemple, on va surtout voir le bois, la marqueterie. Mmh. Si on va au Olivier de Serre, moi je me souviens, c'était que des gens qui faisaient des dessins parfaitement propres. Mais en fait, j'ai l'impression que tous les élèves étaient des robots qui faisaient à peu près la même chose. Mmh. C'est vraiment l'ENSI qui m'a parlé. J'ai vu moi je me souviens d'un projet que j'avais aimé, c'était une enceinte qui était en béton et en papier. Ouais. Et voilà, déjà les gens ils touchent, ils expérimentent et surtout ils vont jusqu'au prototype, jusqu'à la finalité. En fait, on s'arrête pas au dessin comme ce que j'avais fait en art appliqué. Mmh. Donc voilà, c'est ça qui m'a vraiment attiré, quoi. Ouais, c'était un peu les matériaux, les techniques de fabrication et tout. Et pourtant, t'as pas fait un parcours scientifique. Non, mais j'étais bon en physique. Puis je pense que c'était aussi la souterraine, là où j'ai fait mon bac art appliqué. Mmh. Ils ont quand même un penchant très orienté sur l'écologie. Mmh. Et du coup, je cherchais aussi une école où justement, via les matériaux, on pouvait avoir la réflexion autour de l'écologie et de mais c'est ça la qui est façon de consommer. C'est ça qui est mortel, c'est parce que tu sais, souvent on se dit ah ouais, mais apprendre les techniques de fabrication, apprendre les matériaux, apprendre les procédés, etc., c'est pas forcément quelque chose qui me motive. Mais toi, ce qui est super intéressant, c'est que c'était un des éléments qui te motivait et qui t'a donné envie de rentrer à l'ENSI quand tu as vu les ateliers, quoi. C'est que si on est designer, on peut faire les dessins les plus compliqués en 3D. C'est pas pour autant qu'on va pouvoir les concrétiser, les rendre, les formaliser, quoi. Et puis les rendre aussi accessibles économiquement. Voilà, on peut. Nous, on l'a bien vu en fait avec Holos. Au début, on pouvait faire des trucs super compliqués parce que c'était soit de l'image, soit de l'édition très limitée. Mais dès qu'on veut aller sur des produits plus grande série, on peut pas se permettre de faire tout et n'importe quoi. Et c'est en comprenant comment fonctionnent les procédés de fabrication qu'on va réussir à faire des produits adaptés en termes de coûts. Ouais, mais ce qui est super intéressant, c'est cette logique. Tu avais déjà amorcé cette réflexion avant de rentrer à l'ENSI. C'était un élément qui te plaisait, c'était de dire ouais, tu peux faire les plus beaux dessins du monde, mais c'était pas ça c'était pas le style, c'était comment je peux faire pour que mon idée puisse être fabriquée, puisse être réalisée, etc. C'était vraiment ta motivation. Alors, tu es marocain comme moi, on est tous les deux marocains. Est-ce que ce côté artisanat qu'il peut y avoir au Maroc, c'était quelque chose qui, avant de rentrer à l'ENSI, faisait partie de tes... j'allais dire, de t'intéresser, tu vois, c'est-à-dire te donner envie et t'a donné envie et t'amener à cette réflexion sur la matière, ou pas du tout, c'était vraiment comme ça parce que t'étais là, t'étais un gars qui voulait formaliser, enfin fabriquer ce qu'il avait dans la tête, quoi. En fait, je pense que ça a été déjà, mais je le savais pas. Par exemple, mon père, il est directeur des archives et du patrimoine d'une petite ville qui s'appelle Saint-Julien. Et il y a une histoire forte autour de la céramique, la porcelaine et le cuir. Et voilà, chaque journée du patrimoine, il s'en occupait, en fait, c'est lui qui s'occupait de ça. Donc j'allais voir justement, il faisait venir des vieux artisans qui travaillaient le cuir à la main. Donc tout ça, je connaissais, j'étais sensible, mais je savais pas en fait que ça m'intéressait, quoi. Juste voilà, je savais que c'était là. Mon père me dit viens voir, c'est cool. J'allais voir, j'aimais bien. Ouais. J'étais intéressé, mais j'ai pas forcément creusé ça tout de suite de moi-même. Ouais. C'est plus aussi quand j'ai eu mes premières imprimantes 3D où en fait c'est là où je me suis plus mis dans un rapport d'artisanat digital en fait. Ouais, c'est là où tu as développé complètement l'artisanat numérique, quoi. Exactement. Mais avant d'arriver là, tu arrives à l'ENSI, tu es accepté à l'ENSI, donc mortel, génial, parce qu'on sait que c'est pas évident de rentrer à l'ENSI. Du premier coup en plus. Ouais, du premier coup en plus, tu rentres à l'ENSI. Et là, est-ce que c'était les 2 premières années, est-ce que c'était exactement ce que tu avais anticipé ou pas du tout ?
Pas du tout. Déjà, le premier semestre que j'ai fait, c'était explorer la relation homme-chien du futur. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? J'ai jamais eu de chien. Je m'en fous des chiens déjà. Tu vois, du coup, c'était les deux premiers. Le deuxième semestre, c'était sur le design quantique. Donc pareil, hyper abstrait. Comment rendre tangible le design quantique. Mais avant ça, c'est comment faire du design tout court, en fait, j'aurais dû commencer par faire. Donc c'est quand je suis arrivé à ma deuxième année avec Jean-François Dinjean où là, vraiment, j'ai pris du plaisir à faire du design. Déjà, j'avais un prof qui me disait les choses. Franchement, il dit, ça c'est nul, ok, c'est nul. Comment je fais pour faire mieux? Voilà, la méthode. Du coup, une fois que j'ai mis ça en application, je commence à prendre du plaisir en fait, à travailler. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les 2 premières années, c'était... t'es tombé, parce que c'est vrai que l'ANSSI est très connue pour conceptualiser énormément. On est dans des projets créatifs qu'on surconceptualise. Ce qui est intéressant parce que ça développe une réflexion, mais c'est vrai qu'en arrivant en première année, c'est quelque chose qui t'a un peu déstabilisé, c'est ça? Énormément, déjà de passer de... Bon, j'étais déjà à l'internat au lycée, mais d'être dans une ville complètement différente qu'est Paris. En plus, devenir totalement autonome parce qu'il faut faire à manger, les courses et tout. Et en plus, tu es dans une école hyper exigeante où en plus tu es mélangé entre les premières et les quatrièmes années. Et tu vois l'exigence justement qu'on demande aux autres et toi tu sais pas utiliser la 3D, tu sais pas utiliser Illustrator. Et eux ils sont super bons dedans donc ils font des super belles présentations et toi avec des dessins tout pourris. C'est pas... Ouais, mais enfin bon, faut voir ce que tu es devenu aussi là, parce que ça cartonne. Donc tu vois, comme quoi au final. Donc là, tu arrives en deuxième année, et moi, c'est là où j'ai le plaisir de te rencontrer. Parce que là, je reçois un mail. Troisième année, je reçois un mail de Samy, mais raconte ça, parce que c'est un mail de Margot que tu as reçu. C'est Margot qui m'a dit, je connais. Ouais, mais après, on s'est parlé très vite. Quoi. Alors, Margot, il faut placer, parce que c'est vrai que l'ANSSI, c'est une petite famille, et Margot s'occupe d'un plateau. Voilà, mais c'est un peu notre maman quand on est là-bas, quoi. Elle nous remonte le moral, on vient discuter avec elle, notre psychologue, tout à la fois, je crois. Je l'aimais beaucoup aussi, elle avait été de très bons conseils quand j'étais à l'ANSSI, et il s'avère qu'en fait, à un moment, tu es dans le bureau avec elle, et tu te dit, mais pourquoi tu n'irais pas faire un stage? Non, c'était même pas ça, je lui dis, moi je cherche un stage et tout, elle me dit, regarde, j'ai reçu un mail d'un ancien stagiaire qui me souhaite bonne année. Un ancien élève. D'un ancien élève qui me souhaite bonne année et tout, je dis, fais voir. Elle me dit, il est à Marrakech. Je dis, sérieux? Il y a un designer au Maroc? Et un ancien de l'ANSSI qui fait du design au Maroc. Je trouvais ça trop bien, donc j'ai vu ton travail, j'ai adoré et j'ai dit je veux faire ça. Et t'es venu, je crois que t'es resté combien de temps C'était 4 mois et demi, un truc comme ça, de mars à juin. T'as fait 4 mois et demi, 6 mois, quasiment 6 mois. J'avais l'impression que t'avais fait 6 mois de stage. Et justement, après on pourra toujours discuter, c'est vrai, si tu le veux, du stage, de la façon dont ça s'est passé ensemble, parce que c'était vraiment, c'était hyper intéressant. J'étais en train de travailler sur la montre pour l'Omar, c'est toi qui as dessiné les aiguilles, tu as aussi travaillé sur le bracelet, tu as travaillé sur pas mal de trucs. Mais moi, c'est la question, tu vois, il y a un truc qui est très intéressant, c'est que tu dis, je savais pas qu'il y avait des designers au Maroc. Tu viens au Maroc et là, finalement, tu découvres le Maroc, quoi. Un Maroc différent, pas forcément celui que tu as l'habitude de connaître. Est-ce que déjà, de venir au Maroc, de bosser dans une agence de design au Maroc, de bosser avec des artisans, parce qu'on a bossé avec des artisans et tout ça, est-ce que déjà ça t'a changé une perception du métier du design, de toi par rapport au métier, de ton histoire, d'où tu viens, etc. Comment tu as trouvé cette période sur le plan personnel, tu vois, au-delà même en tant que Marocain en France, français, c'est un peu compliqué parce qu'il y a tellement d'origine, mais qui vient au Maroc, travailler au Maroc. Moi j'y venais déjà depuis 2-3 ans assez régulièrement par moi-même, genre voir ma famille et tout, mais c'était super enrichissant en fait, déjà d'habiter 5 mois au Maroc. Même hors du stage, j'allais m'entraîner faire de la boxe avec les Marocains, donc j'étais vraiment... Puis j'avais pas un budget de ouf, donc j'étais obligé de vivre un peu comme un Marocain en fait. Donc c'était... Ouais, t'étais complètement dedans. Mais c'est vrai que ça t'a permis de passer 5 mois complets, et puis après de bosser sur des projets de design. Et alors là, justement, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que tu as vécu le Maroc... du quotidien, tu vois, mais aussi sur le plan créatif dans un studio de design comme le mien, là où on est actuellement, parce que tous ces épisodes de mes bricolos, je les enregistre au bureau. Et justement, qu'est-ce que ça t'a donné comme lecture par rapport au design? Moi, ce qui m'a fait réfléchir, c'était surtout toi, d'arriver à faire tout ça en une personne, en fait.
À part nous, stagiaires, t'as pas d'assistant, il n'y a pas de... En fait, tu arrives à faire aussi bien un podcast sur YouTube, une radio, faire tout de A à Z du concept jusqu'au rendu 3D. Et je me suis dit, il faut vraiment que j'acquière ces outils-là qui me rendent indépendant et libre, en fait. C'est une forme de liberté, en fait, de maîtriser autant d'outils et de pouvoir... Après, il faut avoir les idées, il faut avoir les outils, et de bien combiner les deux, ça permet d'aller très loin. Voilà, sans demander de l'aide à personne, je trouve ça bien. Ouais, mais justement, et donc c'est ce que tu as découvert, et c'est rigolo parce que c'est ce que tu disais sur tes tes 2 premières années où tu disais je me galérais, je savais pas, je voyais les autres qui faisaient des 3D, qui faisaient plein de trucs, moi je me galérais. Et au final, c'est ça, tu as eu le déclic sur qu'est-ce qui est possible de faire dans ce travail de mise en place du design, et que finalement c'est juste du boulot, quoi. Il faut apprendre les outils, mais c'est pas insurmontable, quoi. C'est aussi, je me souviens très bien quand je disais je sais pas ça, je sais pas, je l'ai pas appris, ou tu vois, quand j'étais devant une difficulté, je te disais souvent ça, je sais pas, je l'ai pas appris, ou je sais pas comment faire, et en fait tu disais non, démerde-toi, trouve. Et en fait je trouve que c'était la meilleure façon d'apprendre, parce que maintenant j'ai des clients qui me payent pour ça, en fait, pour chercher, tout simplement, en fait. Très bonne remarque, ouais. Et voilà, en fait, quand tu sais chercher, utiliser les bons mots-clés, bien, trouver des solutions aux problèmes, quoi. Même avant le problème, en fait, bien analyser le problème, voir qu'est-ce qui a déjà été fait ou pas pour solutionner le problème. Tu n'es peut-être pas le seul à avoir rencontré ce problème, tu vois, bien sûr. de prendre tout ce qu'il y a, savoir faire une bonne recherche et tout, et bien la restituer. Je me souviens du doc de la montre, par exemple. Il était où il fallait chercher des chiffres sur les marchés du luxe au Moyen-Orient. C'était quand même un sacré challenge. Ouais, c'était dans la phase d'étude pour la montre. Alors pour ceux qui veulent aller voir sur mon site internet, c'est la montre Lomar, pour la marque Lomar. Et justement, on avait fait tout un gros dossier d'études et d'analyses avant de dessiner le produit. Et c'est vrai que tu avais participé à ça. Et c'est vrai qu'il y avait un gros travail d'analyse. Même sur la mosquée de Médine aussi, je me souviens. La mosquée de Médine, ouais. C'était un beau projet. Ouais, c'est vrai. On avait travaillé sur la mosquée de Médine comme des oufs. Ouais. C'était une semaine à fond la caisse. Mais c'était bien, c'était très stimulant, je me souviens. Et alors justement, tu finis ton stage. Alors moi, effectivement, sur le plan personnel, de t'avoir en tant que stagiaire, c'était mortel parce que c'était la première fois que j'avais un ancien. J'avais pas eu de mec de l'ENSI avant toi. Et c'était ouf de voir à quel point tu t'es adapté. C'est-à-dire tout de suite, tu comprenais, je te disais, tiens, il faudrait qu'on fasse ça, il faudrait qu'on recherche ça et qu'on développe. Et c'est vrai que si au début, tu arrivais, tu me disais, ah, mais moi, je sais pas, et que je te disais, ouais, mais il faut trouver des solutions, on n'a pas le choix, ça s'enclenchait dans ta tête et tu passais le temps qu'il faut pour trouver des solutions. Et je me rappelle, j'ai des livres dans ma bibliothèque. Quand on finissait le travail vers 18-19 heures, tu prenais les bouquins et dans la chambre, tu bossais tous les bouquins. J'ai encore tes notes, tes prises de notes et tes petits marque-pages que tu mettais dans tous les livres. C'est-à-dire que tu avais vraiment cette volonté de comprendre, de connaître, et tu t'es donné les moyens. C'est-à-dire il y a un truc de ouf, c'est que franchement, j'en ai vu, il y a 3 stagiaires qui sont actuellement avec moi, mais vraiment ce qui t'a vraiment distingué, c'est que tu ne t'autorisais pas de repos, dans le sens où tu mettais tout ce qui était possible de faire pour apprendre, évoluer, développer. Je me rappelle, on avait bossé ta phase 1 ensemble. Toutes les présentations de ta phase 1, qui est un moment hyper important à l'ENSI, puisque c'est ce qui te permet de passer après... que je n'avais pas validé avant le stage. Oui, que tu n'avais pas validé avant le stage, mais qu'on a travaillé ensemble, tu me faisais les présentations. Mes résultats, tu arrives à l'ENSI, tu passes ta phase 1, tu cartonnes. Oui, une meuf, elle m'a dit, c'est la première fois que je te vois dans un contexte professionnel. Moi, j'avais envie de l'insulter, mais... J'ai dit, venant d'elle, je l'ai pris comme un compliment. Ouais, grave, c'est cool. Et puis après, donc, tu arrives à l'ENSI, tu passes ta phase 1. Moi, je me rappelle, tu m'avais appelé en me disant, voilà, je t'appelle, c'est bon, je l'ai eu et tout, nickel. J'étais hyper content pour toi. Et là, tu arrives les 2 années qui ont suivi. Donc, les 2 premières années, j'avais l'impression que tu courais derrière, mais les 2 années qui ont suivi... en fait, après, c'est devenu facile. Moi, je me suis mis en freelance. Du coup, en plus, d'à côté de l'ENSI, je travaillais. Je pouvais faire graphiste, je pouvais faire des logos. J'ai acheté ma première imprimante 3D. Ouais. Et puis, il y aura une succession. J'ai jamais vu un mec qui a acheté autant d'imprimantes 3D que toi. Alors, la première, mais vas-y, raconte, parce que c'est ça qui est mortel. La première, il y a un mec tu l'as montée toute seule. Ouais, c'est un mec de l'ENSI. Il m'a montré, il m'a dit, tu sais, j'ai acheté une imprimante 3D. Elle m'a coûté 150 balles. Je dis, quoi? C'est tout? Je me l'achète direct. Après, je l'ai monté. Donc, déjà, c'était un truc vraiment pièce détachée.
lâcher, vraiment que tu montes vis par vis, quoi. Ouais. Et du coup, ça m'a permis de comprendre vraiment tout le fonctionnement d'une imprimante 3D, enfin d'une machine à commande numérique. En fait, si j'avais pris une plus chère, plus facile à installer, j'aurais pas pu comprendre en profondeur le fonctionnement des machines. Il y avait ça. Déjà, c'était des machines qui fonctionnaient pas très bien. Donc, parce que c'est ça aussi, moi, que j'avais remarqué chez toi, parce qu'après, on s'est toujours parlé. Hein. Chaque fois que je venais à Paris, on se voyait. Quand tu viens au Maroc, tu passes. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait l'occasion de cet épisode. Mais il y a un truc, c'est que, tu sais, on dit souvent, ah ouais, mais j'ai pas les moyens, ça coûte cher, etc. Toi, tu bossais, tout ce que tu bossais, tu le réinvestissais dedans. Tu te démerdais pour avoir des bons plans, pour avoir les machines pas chères. Ouais, c'est ça. Je cherchais la moins chère. Après, ils ont largement amélioré les machines, donc c'était devenu mieux. Ouais. En fait, une fois que tu as une machine, tu peux faire des prestations pour les gens. En fait, si quelqu'un il a besoin d'un prototype, tu dis bah ouais, mais moi dans un temps record, je te fais la 3D le prototype. Et en plus, je suis étudiant, je suis pas cher. Il est super content. Donc voilà, en un contrat, tu as de quoi t'acheter 5 machines en fait. Ouais, techniquement. Ouais. Voilà, donc si tu fais les choses bien, donc c'était vraiment un outil pour être indépendant. Ouais. Et après, progresser en fait. Moi, souvent, le frein que j'avais, c'était de passer de l'idée à l'objet. L'objet est fini. Parce que je suis pas forcément précis de mes mains s'il s'agit de sculpter ou faire de l'artisanat manuel. Ouais. C'est pour ça que je préfère travailler sur l'ordinateur et laisser la fabrication à la machine. Mais du coup, ça m'a permis aussi de petit à petit développer. Et puis maintenant, je fais aussi bien des robots que des drones, des prototypes de chez Échelin. Enfin, d'ailleurs, il faut aller voir ton compte Instagram parce qu'il y a le compte Instagram d'Holos, mais il y a aussi le tien perso, de Samy Bernoussi. Donc, de toute façon, je mettrai tout en lien dans la description, etc. pour voir un peu ton taf parce qu'il faut te suivre. Parce que ce qui est super intéressant, c'est que toi, tu caches pas ce que tu fais. C'est-à-dire, il y a toutes tes stories, c'est les dessins, c'est le projet sur lesquels tu es en train de bosser. Quand c'est pas confidentiel. À un moment, je voyais, il y avait une story, oui, bien sûr, mais tu publies beaucoup plus que moi. Moi, je montre beaucoup moins de choses. À un moment, on voit dans ton appart, t'as 6 imprimantes 3D qui moulinent en même temps. Ça, c'était le projet Mobilier National. Ouais, exactement. Une table. Du coup, on a fait, c'est parce qu'en fait, tu as un budget et quand tu veux être pas l'éclater en fraisage, tu le fais en impression 3D, donc tu as 2 semaines de ponçage, mais c'est ce que tu économises sur le fraisage. J'y voyais, tu faisais imprimer, après tu as Cinto, après résine, ponçage, peinture, ça rendait bien, ça rendait super bien à la fin. Et comme quoi, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire vraiment sur les 2 années qui ont suivi à l'ANSSI, là, tu es dans une phase où tu produis. Moi, je sais, tu m'envoyais des fichiers, tu me disais, regarde, j'ai fait ça, etc. Et là, tu commences à développer. Puis aussi, il y a un truc qui est super intéressant, c'est que là, tu commences à développer ta personnalité créative. C'est-à-dire, au lieu de... Tu avais un peu... moi, je me rappelle, en arrivant, tu étais peut-être un peu... intimidé, donc tu montrais pas trop ce que tu faisais, t'essayais un petit peu. On a fait une pochette d'album ensemble, je te rappelle, cool, pour un groupe de rap américain. Kansai Ouais, c'était Kansai, mais c'était les mecs de... Jamal Buford. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. On avait fait la pochette ensemble, t'avais travaillé sur la pochette, donc on s'était éclaté, parce que c'est ça le truc, c'est que ce que t'avais remarqué, c'est que j'aime faire plein de choses et j'ai pas envie de me limiter. Si on a envie de faire un truc, on se démerde et on le fait. Et justement, donc là, tu arrives et là, tu produis, tu commences à développer ta personnalité créative, on commence à te distinguer, c'est-à-dire, voilà, j'arrive, moi, voilà ce que j'ai envie de proposer, voilà les thèmes sur lesquels j'ai envie de travailler, et tu arrives à ton projet de diplôme, qui est super intéressant. Je me rappelle, on avait une discussion avant, qui est... vas-y, je te laisse en parler parce que c'est mortel en termes d'approche. Le projet de diplôme, c'était comment les fibres naturelles peuvent remplacer des choses dans la pétrochimie. Donc, après, c'était pas de dire voilà, avec du chanvre et du lin, on peut remplacer le plastique, mais c'était de voir justement étudier des cas spécifiques où ça peut l'être. Ouais. Donc, je travaillais sur de la projection. C'était inspiré de la projection chaud-chanvre qui sert à isoler les bâtiments. Du coup, moi, là, j'ai développé une matière plus fine, un outil de projection plus fin. En fait, c'était bien parce que comme je venais aussi pas mal du monde du street art, du graffiti avant mes études, là, j'ai pu faire des objets un peu en graffiti, en fait, quasiment. Donc ça, j'ai beaucoup aimé ce projet. C'était pour remplacer un peu tout ce qui est résine projetée ou les choses comme ça. Montrer qu'on peut faire d'autres
C'était vraiment projet de développement matière. J'ai fait un épisode de mes bricolos où je parle de tes projets justement. Et ce qui est intéressant, c'est que je les mettrai en lien dans la description. C'est que j'avais fait une vidéo où j'expliquais que j'en avais marre des gens, soi-disant de projets de design où en fait ils réfléchissent sur des matières où ils te disent ouais j'ai un nouveau matériau révolutionnaire à base d'écorce d'orange, mais en fait ils ont mouliné, ils ont foutu ça dans un liant et puis terminé. Toi, ce qui est super intéressant, c'est que tu as pensé à la technique. Sur le process de fabrication et aux objets. C'est-à-dire de bout en bout, entre les matériaux, le process de fabrication et les produits finis, il y a une vraie cohérence, quoi. C'est-à-dire que c'est un ensemble, c'est pas juste tiens, j'ai travaillé sur un matériau, quoi, tu vois. Ouais, bah c'était le but, hein, c'était de pas faire un truc futile, quoi. Ouais. L'autre projet, c'était un projet de packaging à partir de laine de chanvre thermocompressée. Donc souvent, c'était de voir aussi qu'est-ce qui marchait industriellement déjà. Ouais. Parce que dans les fibres, il n'y a pas tout qui est possible de faire. Ouais. Donc c'était voir les débouchés qu'il y avait déjà en termes de matériaux et en termes de produits semi-finis. Où est-ce qu'on pouvait aller plus loin Qu'après, il y en a, c'était aussi parce que le diplôme, ça reste un portfolio. Ouais. C'était pas de faire un truc forcément révolutionnaire, mais c'était de montrer aussi que j'avais les compétences pour le faire. Lorsque j'arrive sur le marché du travail, j'ai déjà des choses à montrer en fait, parce que c'est comme ça que ça marche dans notre métier. Ouais, ouais. Si les gens ils ont pas vu, ils savent pas que tu fais quoi. Ouais, tu peux raconter ce que tu veux. Voilà, donc il y avait le drone en lin thermocompressé, mais ça, en fait, on fait déjà des carrosseries. Il y a une Porsche qui est faite comme ça. C'est des voitures de démo. Parce que c'est pas viable industriellement, mais déjà il y a des choses qui sont faites et je voulais explorer Ton projet de mémoire, c'était quoi ? C'était l'outil numérique dans l'acte créatif. Voilà, c'est ça. Le design non standard, l'outil numérique dans l'acte créatif. Parce que tu avais c'est vraiment un truc aussi, c'était travailler sur les matériaux, la transformation de la matière et aussi les outils, l'artisanat numérique, quoi. Il y avait aussi tout comment les outils qu'on utilise conditionnent notre créativité. À partir du moment où tu commences à faire beaucoup de 3D, à t'intéresser à tout ce qui est paramétrique, les formes qui sont générées, en fait, elles ne sont pas anodines. Et savoir qu'est-ce qui en découle, en fait, c'est quoi les tenants et les aboutissants de tout ça. À quel point, quand tu utilises Rhino, en fait, tu es libre ou pas dans ta créativité. En fait, comment chaque outil, en fait, il conditionne, en fait, parce que tu peux pas tout faire. Donc tu te limites à ce que tu penses pouvoir faire. Et du coup, les formes que tu génères, elles en découlent aussi. Et en plus de ça, tu dois lier aussi au fait que ça doit être fabricable. Donc tu as déjà 3 trucs qui contraignent ta créativité. Donc, mais les contraintes, c'est bien. Donc, tant mieux. Les contraintes, c'est bien. Et d'ailleurs, c'est parce que c'est très intéressant. Moi, je me rappelle, tu me l'avais envoyé le mémoire, je l'avais lu. Alors après, c'était il y a un paquet d'années. Mais ça commence, hein. 5 ans. 4 ans, 4 ans. 4-5 ans, ouais. Mais en tout cas, il est disponible. C'est-à-dire quand on va sur le site de l'ENSI, je crois qu'il est disponible. Sur mon site aussi, sur directement, ton site aussi. Je l'ai mis en téléchargement. Donc PDF. si les gens sont intéressés, ils peuvent le télécharger pour le lire parce que ce sont des vraies questions. Je sais que dans mes bricolos, on aborde souvent la question de l'outil et comment dépasser l'outil et ne pas se retrouver à ce que l'outil conditionne un petit peu trop ce qu'on décide de faire et rester sur une approche créative où l'outil est au service de ta créativité et pas l'inverse, quoi. Donc sujet très intéressant. Et là, on arrive dans le monde professionnel. Alors, il y a Samy Bernoussi et il y a All House. Alors, All House, c'était une bande de potes de l'ENSI, en fait, finalement. On est 3 à avoir fait l'ENSI et un 4e qui avait créé... Enfin, en fait, on avait créé Wesh Studio avant All House, mais ça, j'étais encore étudiant. Ouais. Et au moment de mon diplôme, on a tous quitté Wesh Studio pour des histoires de parts de société, surtout. Et puis de choses aussi qui... On ne se reconnaissait pas dans le travail et on ne voulait pas faire forcément de la direction artistique ou des clips, on voulait vraiment faire du design produit, espace concret. Donc voilà, on a quitté Wesh Studio et on a créé All House. Alors là, quand vous avez créé All House, c'était quoi le délire ? C'était de vraiment déjà repartir sur des meilleures bases par rapport à... C'était vraiment faire un studio de design qui parle à la fois qui soit un pont en fait entre la culture populaire et le design industriel plus classique. Au final, le design, ça reste quand même un métier élitiste. Donc c'est un métier qui n'est pas forcément accessible et c'était de le rendre accessible au plus grand nombre. C'était ça une de nos volontés. Donc il y avait
Ouais, vraiment hall pour le hall du bâtiment, donc la culture urbaine, Haus pour le Bauhaus en allemand, la maison. En fait, tu te rends compte que la philosophie du Bauhaus, elle a grave influencé sur la création des grands ensembles, de standardiser pour donner le confort à tous. Ouais, exactement. Ce qui est la vraie réflexion de fond qu'il y a eu avec le Bauhaus. Ouais. Et du coup, de dire en fait que ces deux environnements-là, ils sont très liés au final, que l'un a pensé l'autre et que l'autre a grandi dans ce que l'autre a pensé. Donc au final, c'est pas deux mondes séparés, c'était deux mondes qui sont très liés. Et justement, d'étudier, déjà de mettre ça en valeur juste par notre nom et faire du design sur ce thème, donc faire du design qui crée des ponts. Et en fait, au début, chacun est arrivé avec ses propres projets. C'est ça, et puis après, vous les avez mis un peu en commun. Et pour avoir déjà des projets à présenter, c'est ça. Toi, tu avais fait ton vase, tu l'as fait avant ou Ouais, je l'ai fait bien avant. C'était un des tout premiers objets que j'ai fait quand j'ai mon imprimante 3D. C'était pour offrir à ma grand-mère. Du coup, tu vois, comme quoi, c'est ouf. Hein, parce que là, c'est une pièce de ouf maintenant, aujourd'hui. Ouais, ça va. J'essaye de le faire en sorte que ça le soit. Du coup, chacun a amené un peu ses projets, que ce soit ses projets de diplôme, ses projets les plus, on va dire, les plus design industriels et qui représentaient plus ce vers quoi il avait envie qu'on aille avec All Haus. Ouais. On a mis ça dans le portfolio. Puis ce qui nous a vraiment lancé, c'était la résidence avec Lafayette Anticipation. Ouais. Là, c'est ce qu'il y a de bien en France, en fait, c'est les résidences, tout ce qui est les concours. Ouais. Déjà, t'es dit qu'il avait gagné les Audi Talent Awards. Ouais. Ça, c'était vraiment une grosse... C'était avec quoi? C'était son projet de danse envahisseur. Donc son projet de diplôme. Ouais. En gros, c'était envahir l'espace par le corps avec les vêtements. D'accord, ok. Donc là, il avait remporté les Audi Talent, il a fait son film. Ensuite, il y a eu le Covid. Mais la chaise que vous avez dessinée, vous l'avez dessinée ensemble Voilà, on était tous les quatre. Comment elle s'appelle cette chaise? Curry Mango. Voilà, c'est ça. Cette chaise, c'est le premier projet que vous avez fait ensemble? On avait déjà fait des projets, mais c'était pour des clients. D'accord. En fait, ce projet-là, il est vraiment bien parce qu'il est manifeste de l'identité. Voilà, c'est ça. C'est un projet perso qui n'était pas une commande. Voilà, c'était pas du tout une commande. C'était notre vision. On avait un budget, on avait accès aux ateliers de Lafayette Anticipation. Ouais. Pendant un mois, on avait les conseils des chefs d'atelier. Et du coup, là, on s'est mis un gros challenge. C'était de faire une chaise pliable en bois, donc en utilisant justement l'usinage CNC. En fait, c'est quelque chose qui est dur, qui est très cher, l'usinage CNC de bois. Et on avait cette machine gratuitement à disposition, donc on s'est dit, voilà, vraiment, il faut qu'on fasse un objet sur cette technique-là. Et on a raconté toute une histoire autour de justement la chaise Quechua, donc qui représente le hall, et la Vassili Chair de Marcel Breuer qui représente le Haus. Ouais. Et du coup, c'était de faire un objet qui soit le pont entre les deux, en fait. Et du coup, quand tu as des petits qui viennent d'un collège, d'un lycée, parce qu'on fait souvent venir ce genre de public à nos expos, ils se reconnaissent, donc ils ont des choses à dire. Et en fait, tu peux prendre un directeur de musée et un petit d'un collège de Seine-Saint-Denis, et ils vont avoir des choses à se dire en fait, en parlant de cette chaise, et chacun avec son prisme. Grave. Et ça qui est bien, il n'y en aura pas un qui sera meilleur que l'autre. Grave. Et c'était le but, je pense, c'était notre volonté quand on a fait la chaise. Il y avait aussi la volonté de gagner en visibilité, parce qu'on venait de se lancer, on était un nouveau studio, donc il fallait qu'on tape fort. On voulait vraiment faire un objet de haut standing en termes de design, en termes de forme. Que ce soit c'était le premier objet de notre portfolio au final, donc il fallait qu'il marque le coup, et je pense qu'on a bien réussi. Je suis super content. Mais ouais, justement, alors comment ça s'est passé? Parce que ça a cartonné cette chaise en fait. Cette chaise, elle est tu vois. Elle n'est pas vendue, elle n'est pas commercialisée, rien du tout. Ouais. Elle a fait le tour de tous les médias. C'est un peu comme mon Zélie, quoi. Voilà, quand j'ai fait le Zélie, c'est un peu le même délire. C'est-à-dire que tu comprends pas, ça part en vrille. Les médias en parlent beaucoup. C'est pour ça qu'on est content que ça reste un projet manifeste pour le moment. Ouais. Ensuite, on a été finaliste de la Villanoye avec cette chaise aussi. Ouais. Donc ça aussi, pareil. Ça vous a ouvert énormément de portes, quoi. Ouais, la Villanoye, c'était bien aussi pareil en termes de visibilité. Entre-temps, on avait déjà édité une table. Aussi avec, la table. Voilà. Mais c'était il n'y a pas très longtemps. C'était la table, c'était quand? C'est sorti de Covid. Non, la table, c'est 2021. All Haus, ça a combien de... Septembre 2020, ou 2021, je ne sais même plus. Tu vois, c'était il y a 3-4 ans, quoi. Ouais, il y a 3 ans. Parce que l'année dernière, on a fait notre rétrospective des 2 ans. Au Tati Barbès. Ouais, voilà. Alors, le Tati Barbès, qui est aussi un super truc. Moi, c'était incroyable. De faire dans ce lieu-là, c'était Mais incroyable. elle y était allée, Océane, je crois. T'y es allée, Tati Barbès T'avais loupé le...
Mais elle m'en avait parlé. C'est Océane est une stagiaire qui est là et qui connaît le travail de Samy et de Holos. Donc, mais Tati Barbet, ça c'était mortel parce que je me souviens, tu m'en avais parlé en me disant ouais là je suis sur un truc, tu vas voir, c'est bien et tout. Et vous aviez une super bonne approche en plus. Ouais, c'était aussi le lieu en fait en soi. Le lieu il est terrible parce que c'est quand même Tati. Ouais. Tu vois, c'est vraiment le magasin. Tu vas faire les courses, tu pars au bled donner les cadeaux. La combinaison des deux là. C'est ça. Et en fait le magasin il a fermé, donc il a été, le lieu a été racheté par un promoteur immobilier qui a confié la curation à Youssouf de Maison Château Rouge. Ouais. Puis nous on voulait vraiment faire un truc pour la Design Week 2022. On en avait parlé justement quand on avait fini la Villa Noailles. On s'est dit voilà, on a allumé un feu. Faut l'entretenir quoi, faut jeter du bois sur le feu donc et là on a eu un call avec Youssouf, on n'a même pas eu besoin de lui proposer, il a dit hey, les gars, faut faire une expo au Tati Barbès. J'ai dit ah ouais, c'est ce qu'on voulait te proposer. On était un peu gênés de le faire, tu vois. Donc parfait, il nous a dit faites votre rétrospective. Je dis on a 2 ans enfin. En fait au final on avait assez pour remplir tout le premier étage. Ouais, vous êtes quand même pas mal dans l'équipe, donc ça permet de... Puis en plus on essaye de faire vraiment 3 pôles qui soient vraiment objets, donc tout ce qui est design produit, un design industriel, tout ce qui est expérience, donc qui correspond au design d'espace physique ou numérique, et transmission qui est des workshops. Et du coup le Tati Barbet ça a été vraiment aussi l'occasion de montrer tous ces champs. Donc déjà il y a la scénographie du lieu, il y a même l'expérience dans le lieu en fait, avec toute la programmation qu'il y a eu, que ce soit les DJ qui sont venus, soit les... Il y avait plein de petits... Il n'y avait pas que les objets en fait dans l'expo, il y avait aussi des présentations de chacun, il y avait un socle en fait, quand tu poses l'objet au milieu ça déclenche des vidéos. Ouais, ça c'était mortel avec le NFC là. Ouais voilà, ça c'est un ami à moi qui a développé le système qui nous l'avait prêté. Je me rappelle. Et après en fait il y avait toute une programmation de workshops et de conférences. Donc ça on a fait je crois 4 conférences et 4 cycles de workshops je crois. Du coup voilà, ça montrait vraiment notre champ d'action et quelque chose qu'on a vraiment fait en indépendant quoi. Ouais, Tati, on voit les évolutions, c'est-à-dire ce qui est intéressant et tu l'as dit, c'est qu'à chaque fois que vous avez atteint une opportunité, vous avez su saisir cette opportunité pour la transformer en quelque chose de positif qui peut enclencher de nouvelles opportunités. Quand vous avez gagné le prix et que vous avez utilisé la machine et que vous avez développé l'assise, et puis après juste derrière vous en avez profité pour éditer la table, etc. C'est-à-dire à chaque fois, moi je me souviens, c'était encore une fois, on réinvestit tout, notre temps et tout ça pour développer, pour construire dessus, pour alimenter le feu tant qu'il est encore en... Il faut toujours montrer aux gens. En fait, quand on se lance en petit studio, c'est souvent des projets très marketing. En fait, on va avoir Nike, Adidas ou je ne sais quelle marque qui nous appelle pour des événements ponctuels. Du coup, voilà, on a un budget, on a un espace dans un magasin et on a un peu une carte blanche, mais c'est voilà. Oui, ça tu reste parles d'Ikea là, ce que vous avez fait avec Ikea. On a fait Ikea aussi récemment. Mais voilà, on ne peut pas être à 100%, exprimer à 100% notre identité. Il y a toujours l'image de la marque, leurs contraintes marketing, etc. Et ouais, quand on fait un événement comme Tati Barbet, c'est 100% votre vision, votre approche, etc. Bon, après, elle est partagée aussi avec Youssouf, mais je pense qu'on est sur la même longueur d'onde. Donc c'était super. Enfin, c'était plus eux qui, par exemple, Imen qui gère le lieu, elle a écrit les textes en fait. Du coup, ça a permis que les textes soient beaucoup plus accessibles que si c'est nous qui les avions écrits avec un langage, un jargon professionnel. Du coup, comme Mia, quand on a fait l'expo de la Villa des Arts de Rabat ensemble, c'est ma sœur qui avait fait, qui était curatrice un petit peu et qui a organisé un peu l'expo avec la Villa des Arts de Rabat, et justement, elle avait écrit les textes. Voilà, c'est beaucoup mieux. Ouais, c'est tout plus accessible. C'est plus accessible et ça rend la chose plus accessible. Donc ça, c'est Holos. Maintenant, les actualités, vous en êtes où là en ce moment, ce que vous êtes en train de terminer, et bon, pour ce qui est possible de raconter publiquement, sur quoi vous travaillez actuellement. Je fais Holos. Après, je vais venir sur Samy, parce que parallèlement, ce qui est intéressant, c'est pour ça, là, je vais tenir en haleine les spectateurs des bricolos, c'est que parallèlement, tu fais Holos, mais il y a Samy, quoi. Et tu t'interdis pas de développer tes projets perso, ce que tu fais individuellement, etc. Donc maintenant, les actualités, on viendra sur Samy juste après. Vous en êtes où et qu'est-ce qu'on peut attendre? Et si tu as des petites exclus en disant ouais, on va être bientôt là, préparez-vous telle date.
Non, y a déjà, on a lancé notre catalogue de produits, donc ça s'adresse à tous les architectes, à tous ceux qui veulent meubler leur maison, qui ont les moyens, allez-y, déjà. On a vendu des pièces à Nike, on a vendu des pièces aux archives de Pierre Fitztin. Nous, notre but, c'est d'aller vers le marché public aussi. On vient de finir une commande pour Mobilier National, donc c'était la carte blanche Les Aliénés, qui sera exposée en octobre. En septembre, on est censé faire, avoir dans 3 espaces de 3 ou 4 pour la Paris Design Week, qui est à Maison LBS, qui est le revendeur de Line Rosée, où on va faire une expo. Il y a un projet d'expo collective autour du cendrier, c'est avec Met, je crois. Ah oui, tu en avais développé un justement sur la boutique. Voilà, c'est un nouveau, plus en rapport avec les bijoux. D'accord. Il y a Festival écologie avec Togeiser, où justement je vais présenter les objets en chanvre. J'ai l'occasion de les exposer normalement. Et on essaie de travailler sur un autre projet, mais là on n'a pas encore de lieu. D'accord, ok. Je ne sais pas exactement. Mais en gros, là, pour la prochaine Design Week, vous allez être très présent, quoi. Exactement. Et après, on normalement fait quelque chose aussi à Marseille. L'expo qu'on va mettre à Maison LBS partira à Marseille. Ensuite, c'était quoi ? C'est mortel déjà tout ça, là. Puis en plus c'est cool parce que les gens peuvent programmer leur agenda en se disant pour la Design Week je ferai le tour de tout ce qu'il y a et tout ce qu'il va y avoir. C'est quand la Design Week ? C'est du 6 au... Je crois que ça commence le 6 jusqu'au 18, un truc comme ça. Novembre ? Non, septembre. Septembre, c'est rentrée. là. Mais oui, c'est pendant le... C'est avant la Fashion Week en fait. C'est avant la Fashion Week, ouais. Je me souviens parce qu'ils font plusieurs Design Week dans l'année, je crois. C'est ça ? Il y en a 2, Il y a janvier et... Voilà, janvier. C'est ça. Janvier, c'est plus pro et septembre, c'est grand public. D'accord, ok. Mortel. Et alors maintenant, le côté Samy. Attends, t'as parlé pour All House aussi, on travaille actuellement pour Royal Mansour à Rabat et pour Nike. Donc là, c'est des projets d'aménagement, bureaux, restaurants, voilà. Ah, ok. Ça, c'est des gros. En fait, ça, c'est des choses où en fait, on fait quelque chose et on va faire plus gros pour qu'on nous appelle pour ce qu'on a envie de faire en fait. On nous demande de faire des choses, on réinvestit pour faire ce qu'on a envie de faire. Ça, les gens voient ce qu'on a envie de faire et nous appellent pour ce qu'on a envie de faire, donc c'est un cercle vertueux. C'est mortel. Et alors Samy maintenant à côté de ça là. À côté de ça, je développe toujours mes projets. Comment tu fais pour faire à côté tes projets et ce que tu peux développer individuellement ? En fait, on est 4 dans All House, donc en termes de temps, ça va, on arrive à s'en sortir, on se coordonne bien. Après, c'est des moments, quand il y a des expos, je suis à 100% sur All House, mais au final, tu vois bien, quand tu fais du design, tu n'es jamais à temps plein sur un projet. Et voilà, là, on s'est tous autorisés cette année à développer plus nos projets perso. En fait, Zach, il était en alternance en Suisse. Teddy, il est parti 3 mois à Villa Kojiyama. Moi, de mon côté, j'ai pas mal voyagé. Du coup, je l'ai rejoint au Japon. Je suis venu au Maroc aussi pour un projet, pour un client qui m'a rencontré grâce à l'expo qu'on a fait d'ailleurs. Et moi, j'ai besoin de faire des choses où je suis tout seul. En fait, c'est bien aussi pour quand tu travailles en groupe, de dire voilà, j'ai fait mes bails de mon côté. Quand je fais du travail en groupe, je fais dans l'intérêt du groupe et pas juste ce que j'ai envie de faire pour m'amuser ou en termes d'esthétique. Après, j'ai de la chance que les machines qu'il y a dans All House à la base, c'était les miennes, donc je les maîtrise. Entre 2 impressions pour le House, j'en lance une pour moi, il n'y a pas de souci, tu vois, à ce niveau-là. Donc, sinon, j'ai une alternante aussi sur mon autre société, donc ça aussi, ça aide pour pouvoir dédier plus de temps sur All House. On essaye de jongler entre les deux du mieux qu'on peut sans être trop surmené. C'est surtout ça. Mais ouais, exactement. Et puis la vie de famille à côté, tout ce qu'il faut et tout. Ce qui est lourd, c'est la gestion administrative des sociétés en fait. Sinon, si c'était juste faire du design, ce serait facile. Mais tu vois, gérer la compta, l'administration. Parce que toi, tu as plusieurs boîtes finalement entre. Il y a All House et Unfibers, du coup. Et un autre projet aussi que je fais de développement de logiciels. Ça fait une 3e boîte où j'ai eu des subventions. Justement, c'est un projet autour de l'écologie qui découle un peu de mon projet de diplôme, mais où j'ai changé un peu j'ai totalement réorienté. Là, c'était plus sur les matériaux, mais plus sur un logiciel qui permet de simplifier des choses. C'est des prises de risques en permanence, c'est du stress, mais je me dis à chaque fois, même si c'est pas un gain financier, j'apprends dans tous les cas. Et en fait, tout ce que j'apprends hors du design nourrit mon design. En fait, quand tu t'intéresses à la logistique, quand tu t'intéresses
au marketing, à la commercialisation, toutes les contraintes en fait que tu connais pas parce que en fait toi tu fais que du design et qu'il y a plein de gens en fait qui sont impactés par ta création et il y a plein d'endroits où justement en t'intéressant à ces différents champs qui sont autour du design mais qui sont pas du design, tu vas améliorer ton design quoi. Bien sûr. Si tu prends en compte la logistique, tu vas faire quelque chose qui prend moins de place en termes de packaging. C'est rigolo parce que de toute la conversation qu'on a eue, c'est au début et même les 2 premières années à l'ENSI, c'est tu courais derrière, tu savais pas si tu pouvais arriver à produire quelque chose. Enfin, tu le sentais, mais est-ce que comment je peux faire, etc. Et puis alors après, les années qui ont suivi, après le stage, je veux dire, et les années qui ont suivi, etc. Là aujourd'hui, c'est en fait, il suffit de faire, il suffit de produire. Alors il suffit. Toujours pareil. On voit le résultat. Ouais, on voit le résultat, mais ça demande énormément de travail, ça demande énormément d'engagement. Moi, je sais que tu comptes pas tes heures, tu bosses vraiment dur et tu mets tout ce que tu peux dans les projets. Et je me souviens, même aujourd'hui, souvent, quand on se parle, alors on se parle de temps en temps, on se suit, on se parle de temps en temps. Souvent, c'est tiens, regarde, j'ai trouvé ça, qu'est-ce que tu penses de ça tiens, est-ce que tu as testé ce nouveau plugin Est-ce que c'est souvent ça, c'est-à-dire c'est toujours essayer de s'améliorer, de développer quoi. C'est vraiment le truc, c'est-à-dire j'ai l'impression que c'est vraiment un discours que tu tiens à fond la caisse quoi. C'est réinvestir, développer, apprendre, développer, produire, développer, apprendre. Enfin, c'est vraiment ça quoi. J'essaye de garder ça, mais c'est vrai qu'avec le temps, justement, comme tu dis, moi je suis marié, donc il faut s'occuper de sa femme, passer du temps avec elle. Puis faire la famille, tout ça. Quoi. Ouais, voilà, ma famille aussi. En fait, c'est plus le poids de la gestion administrative qui fait perdre un peu le plaisir de faire toutes ces recherches. Ouais. En fait, et ce qui est indispensable en plus. Voilà, c'est ça qui est chiant. En fait, c'est indispensable de faire les recherches, mais si tu fais pas ta gestion correctement... mais voilà. Quand je disais indispensable, c'était sur la gestion de la boîte. Sur le démarchage, tu vois, parce que tu as toujours des frais de comptable, des trucs, donc tu dois toujours faire rentrer de l'argent. Le matériel à acheter, tous les trucs. C'est plus les contraintes qui pèsent sur nous qui font un peu partir ça au fur et à mesure. Mais on essaye de garder ça, quoi, de toujours chercher. Alors comment tu vois le futur, là, l'avenir par rapport à toi, là, ce que tu développes à la fois au LOS, bon, j'ai bien vu, mais toi perso, tu continues à développer, tu vas essayer de chercher est-ce que tu as des événements perso, des trucs parce qu'à la Design Week, j'imagine que ce que tu vas présenter sur le champ et ton projet de diplôme, c'est Samy en fait finalement. Ouais. Ça, sinon, je sais pas, je vais voir encore comment je communique dessus, si c'est au LOS ou si c'est sur moi. Ouais. Moi, j'ai des projets. Les projets là que j'ai en cours, c'est surtout au Maroc là. Du coup, c'est avec les artisans d'Essaouira. Ouais. Là, bientôt, je pars au Mexique aussi. On a été invité par l'Institut de l'Amérique latine pour travailler avec des artisans encore. En 6 mois, j'aurais travaillé avec des artisans de 4 coins du monde, de 4 continents. Ouais, c'est de continuer ça en fait. C'est qu'une opportunité en amène une autre. Donc là, je fais au maximum les projets que j'ai en cours, de les aboutir au mieux et je laisse ces opportunités venir en fait. Maintenant, je pense que... Ouais, c'est se concentrer sur le moment et bosser à fond sur... Ouais, c'est bien tout finir. Alors maintenant, de façon plus générale, l'intelligence artificielle, les outils, vas-y. Comment tu vois le métier du design là, avec tout ce qui est en train de se passer on terminera là-dessus, mais là en fait ce qui est intéressant, c'est comme avec Saphir, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, il faut que vous alliez la voir parce que c'est quand même un truc de ouf. Le mec, il a travaillé chez VF Corp, Vance et tout ça, il a été vraiment designer produit qui a bossé dans des dans des grosses boîtes, ce qui est différent de toi et de moi finalement, parce que lui il a tout de suite intégré une multinationale, donc il connaît les rouages et tout ça. Là, il enseigne le design à Art Center en Californie aussi. Bon, il fait d'autres trucs à côté. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il nous a parlé de son parcours. Tu nous parles de ton parcours, ce qui est mortel, parce que ça permet de comprendre beaucoup de choses. Et après, on
tu reviendras au Maroc, on fera d'autres vidéos de mes bricolos, on n'aura plus besoin de présenter Samy, à la limite, l'évolution, si tu veux. Mais là, c'était mortel de le faire, mais on pourra parler justement du design. Mais pour terminer, j'ai vraiment envie d'avoir ton regard sur l'Apple Vision Pro, l'intelligence artificielle, enfin ce qui s'est passé cette année, quoi. Ouais. Parce que c'est quand même un truc de ouf, tu vois. J'ai fait un épisode là dernièrement là-dessus en me disant, mais c'est quand même un truc de ouf, tout ce qu'on a eu dans la tronche 2022-2023. Comment tu sens un petit peu donc l'arrivée de l'intelligence artificielle? Est-ce que ça t'inquiète pour le métier du design ou au contraire tu le vois comme un atout? Et qu'est-ce que tu penses de l'Apple Vision Pro et des produits qui sont en train de développer autour de la réalité mixte, réalité augmentée et virtuelle? Est-ce que tu penses que c'est vraiment, on va vers ça, quoi? L'Apple Vision Pro, j'ai pas regardé plus que ça. Ouais. J'ai pas spécialement d'avis. C'est des trucs, tu sais, t'as Black Mirror et tout, qu'on commentait le truc. Donc là, sur ça, j'ai pas spécialement d'avis. Il faudrait que je teste, que je vois qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça apporte pas. Est-ce que ça nous abîme encore plus les yeux que les écrans classiques ou pas? Et après, sur l'intelligence artificielle, j'ai vu des trucs pas mal en fait. Tu t'en sers toi ou pas? Non, j'ai rapidement essayé, mais. T'as essayé quoi plutôt, le génération de texte version ChatGPT ou Midjourney? Rapidement. Midjourney, j'ai pas testé, mais j'ai vu beaucoup de choses qui sont passées. Franchement, ça m'impressionne pas plus que ça. C'est bien pour les. En fait, ça peut être bien pour faire des moodboards plus précis, qui nous aident vraiment à cerner les intentions avec les clients. Mais sur la suite, je pense pas que ça remplacera un designer avant 20 ans parce qu'il y a trop de contraintes techniques. Je sais pas, ça va pas nous sortir un moule d'injection. Carrément, ça peut le faire. Ça peut le faire, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Mais tu peux commencer à avoir des. D'ailleurs, je vais faire un épisode là-dessus parce que je suis tombé sur des articles très intéressants sur l'intégration de l'intelligence artificielle dans les métiers du design. Moi, ce qui est sûr, c'est que la génération d'images, donc Midjourney, Stable Diffusion et tout ça, j'en ai pas encore ressenti la nécessité dans mon processus créatif. C'est-à-dire que bizarrement, tu vois, là, je suis en train de dessiner des meubles pour un café-resto que je suis en train de faire à Marrakech. Donc je fais tout, ça fait 600 mètres carrés, c'est un gros truc, en plus je dessine les meubles et tout. Et je m'étais dit, tiens, quand je vais arriver à la phase de créer des meubles, on va voir si je vais intégrer l'outil. Franchement, pas du tout. C'est-à-dire, je reste encore, j'ai Rhino, j'ai le dessin, j'ai l'iPad, je dessine, je fais mes croquis, puis après je passe à la formalisation sur Rhino, je teste, je fais évoluer, et je me sens beaucoup plus à l'aise avec ça qu'avec de la génération d'images, j'y arrive pas. Par contre, ChatGPT, la génération de texte, là, pour le coup, dans le processus créatif, quand j'avais besoin de chercher des infos, quand j'avais besoin de combiner des trucs, je lui posais pas les questions du type « Tiens, qu'est-ce que je pourrais créer ?» Mais qu'est-ce que tu as comme info sur ce sujet? Est-ce que tu peux me raconter l'histoire de ça? Est-ce que tu peux me synthétiser ça pour que je comprenne vraiment ce dossier, ce document qui fait 600 pages ou 500 pages ou 300 pages? Tu as des documents PDF assez fous et tu lui envoies le lien. Tu lui dis, est-ce que tu peux me synthétiser ça pour m'expliquer de quoi il parle? Et donc d'essayer d'avoir plein d'infos. Et je me suis rendu compte que pour le coup, c'était hyper intéressant, quoi, tu vois. C'est un gain de temps qui est pas mal. Puis ça te permet d'aller beaucoup plus loin dans l'analyse, en fait, finalement. Il faut que j'essaye, j'avoue que je m'en suis pas encore servi. Alors, si c'est pas le cas, qu'est-ce qui, toi, de cette année, t'es resté cloué, tu t'es dit ça va être un truc de ouf pour le design? Les imprimantes 3D qui sont de moins en moins chères. Est-ce qu'il y a une machine, par exemple, où tu t'es dit c'est un truc de ouf, cette machine, elle déboîte? Pas cette année, quoi. C'était moi qui m'intéressait un peu, c'était les bras robots. Ouais, et alors en fait, j'ai bossé avec cette et alors, année. C'est justement, super sujet, ça. Non, c'était cool, c'est un mec que j'avais rencontré pour mon diplôme et en fait je savais déjà qu'est-ce qu'il pouvait faire, donc j'ai dessiné une chaise, en fait, une chaise pour enfants et on voulait avoir en impression 3D. En bras articulé, quoi. Ouais, c'était fait au bras articulé, ça augmente les tailles, ça permet de faire des contre-dépouilles plus facilement. Mais ouais, non, les meilleurs c'est Nagami, ils arrivent à faire des reprises d'impression, ils font des trucs incroyables, ça j'aimerais bien bosser avec eux. Ouais. Sinon, non, les technologies là que j'ai vues ces dernières années, il n'y avait rien de foufou, je crois. Ouais, pour toi, ça a été... Ouais. C'était déjà des choses qui existaient et qui ont juste été un peu plus démocratisées, quoi. Mais toi aussi, tu travailles sur Rhino aussi, toujours. Ouais, Rhino, Grasshopper. Là, j'étais content de réussir à faire les vases en impression céramique. Ouais. C'était plus moi, mes challenges que j'ai pu surmonter
avec les machines que des choses là. Nouvelles que tu as cherché à intégrer, quoi. Bah, en plus, là, je vais plus vers l'artisanat. Donc, c'est justement là, quand je vais à Essaouira, c'est avec des gens qui travaillent tout à la main. Donc, il n'y a pas de machine waouh. Limite, ça me frustre un peu de pas pouvoir. Enfin, j'ai perdu l'habitude, quoi. Ouais. Ouais, surtout que tu as beaucoup bossé avec l'impression 3D. Bon, en tout cas, mortel. Bah dis donc, 51 minutes, c'est parfait. Ah ouais, c'est long. On a parlé. Hein. Bah, c'est cool, bah ouais, il y avait plein de choses à dire, c'est génial. Bah écoute, de toute façon, nous, c'est sûr qu'on sera amené à se revoir quoi qu'il arrive, donc à refaire un épisode de Mes Bricolos. Parce que ce qui est mortel avec ces épisodes, moi, c'est ce que j'explique à chaque fois, c'est d'essayer d'archiver tout ça. Parce qu'en fait, faire un épisode par semaine sur des sujets, des thèmes de design ou des projets ou des gens qui bossent, qui font ce métier, ce qui est intéressant, c'est qu'après, on peut revenir quelques années après, regarder ce qu'on s'est dit, voir comment ça a évolué. Et moi, c'est vraiment la volonté d'archivage et de faire en sorte de voir cette évolution. Alors après, c'est vrai que c'est à travers mon regard, c'est un peu, et puis les personnes que je connais, les potes, des potes à moi qui font ce métier et tout ça. Donc c'est mortel. En tout cas, je te remercie d'être venu. Puis alors, c'est le moment, hein. Samy va vous le dire, il faut s'abonner. Liker, partager. Je sais pas ce qu'il y a d'autre à faire. Ouais. Follow, tout like. On en parle, c'est la bif. Voilà, c'est ça. On en parle autour et tout ça, c'est cool. Et puis sinon, c'est tous les mercredis à 17h hors GMT. Je publie un nouvel épisode de Mes Bricolos. Là, on va faire une petite pause parce qu'il fait hyper chaud à Marrakech. Je vais rentrer un petit peu à la fraîche, me reposer, puis après on reprendra en septembre. Merci Samy, et puis à très vite mon pote. Merci. Allez, pslama à tous, bye. Pslama.